Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine consacré au Moyen-Orient. Au sommaire cette semaine, la Syrie et les combats acharnés entre rebelles et forces loyalistes aux postes frontières, Israël et la polémique autour de la loi sur la circonscription. Enfin, nous terminerons par l'Égypte avec un reportage sur une chaîne de télévision où les femmes portent le voile intégral. En ce mois de Ramadan, les violences se sont accentuées en Syrie. La guerre a traversé la porte de Damas. Les rebelles et les forces du régime s'affrontent. Damas, la capitale, est incontestablement un point stratégique, mais la bataille se joue également aux frontières. Un symbole du régime arraché. Le portrait de Bachar el-Assad est détruit à coups de bâton. À Bab el-Awa, poste de contrôle entre la Turquie et la Syrie, les bâtiments sont saccagés. Plus rien n'est contrôlé. Des combattants qui se réclament de mouvements islamistes semblent avoir pris le pouvoir. Les magasins d'outil-free de la frontière appartenant aux cousins du président syrien ont également été pillés. Il n'y a plus d'officiers syriens à Bab el-Awa. Pour l'instant, plus besoin de passeport côté syrien. Ils n'enregistrent plus les plaques d'immatriculation des véhicules qui entrent ou sortent de Syrie. Des carcasses de poids lourds jonchent l'entrée. Les vivres qu'ils transportaient ont été distribués à la population. Jusqu'à présent, entre 300 et 400 camions franchissaient chaque jour cette frontière. Principal point de passage vers le Liban, la Jordanie ou encore l'Arabie Saoudite. On devait aller à Damas, mais on n'y va plus. Ils ont tout volé, tout. On vient d'aller voir et on est revenu ici. Ce dimanche, les rebelles ont pris le contrôle de Boukamal, un poste frontière vital entre la Syrie et l'Irak. C'est par ce centre névralgique que circulent des marchandises cruciales pour l'économie des deux pays, cruciales également pour l'approvisionnement en armes de la rébellion. Dans le cas d'un conflit armé, ça représente, dans le cas de la reprise par les rebelles, une érosion de l'autorité de l'État, ce qui signifie aussi le passage d'armes, le passage d'hommes, ce qui signifie plus de liberté pour la rébellion et plus de pertes pour le pouvoir. Que ce poste frontière devienne une plaque tournante de la contrebande d'armes, Bagdad le craint et a donc décidé de le fermer. C'est le seul que les rebelles contrôlent désormais. L'armée syrienne libre a contrôlé pendant plusieurs jours la quasi-totalité des postes frontières avant de se faire déloger par les forces de Bachar el-Assad. La Jordanie, elle, a assuré prendre toutes les mesures nécessaires pour se protéger. La Turquie a, elle, déployé des batteries de missiles le long de sa frontière. Comment les Syriens réfugiés à l'étranger vivent-ils le mois de Ramadan loin de leurs proches et souvent sans nouvelles? Nos reporters Nabia Marloufi et Mounia Benaïssa sont allés à la rencontre d'un jeune Syrien réfugié à Paris, originaire de Damas. Ce militant a quitté sa famille pour des raisons de sécurité. Il passe son premier Ramadan loin de ses proches. Plus que quelques minutes avant le coucher du soleil, Bara et ses amis s'affairent en cuisine. Ce jeune opposant a quitté Damas il y a maintenant 9 mois. C'est son premier ramadan loin des siens, une épreuve douloureuse. D'abord, je suis loin de ma famille. Et ensuite, ma famille est actuellement dans une situation difficile. Je continue de prier et d'espérer le meilleur pour la Syrie et pour ma famille. Et j'espère les rejoindre très prochainement. Les convives sont tous syriens, mais sur la table, un seul plat traditionnel du pays. Ensemble, ils tentent de recréer cette ambiance propre au mois du Ramadan. J'ai ici en France des amis qui sont avec moi. C'est comme des frères à moi. Et ça me rend un peu moins triste, quoi. Aujourd'hui, Kanaan retrouve Bara. Les deux amis se sont rencontrés à Paris. Kanaan est venu finir ses études en France peu avant le début du soulèvement. Sa famille est restée à Homs. Bara, lui, est réfugié politique. En mars 2011, lors d'une manifestation à Damas, il est arrêté et emprisonné 1 mois. Ce sera le début de ses ennuis avec la police syrienne. À sa sortie, les interrogatoires se succèdent et il comprend qu'il doit quitter le pays. J'ai été torturé. J'ai subi de mauvais traitements. Ma famille n'avait aucune information concernant le lieu où j'étais détenu. Ils ne savaient même pas si j'étais encore en vie. Et ça a duré 1 mois. Comme chaque samedi, les deux activistes manifestent contre le régime.
En photographiant la manifestation, Bara pense à ceux qui militent en Syrie. Ils sortent manifester alors qu'ils jeûnent pour le ramadan. Il fait très chaud là-bas. Ici, il ne fait pas chaud. Là-bas, ils risquent de se faire tirer dessus. Ici, on est en sécurité. Nous essayons de participer comme nous le pouvons. On leur montre qu'on est avec eux et qu'on les soutient. C'est Canaan qui scande les slogans de la manifestation. Il assume pleinement son engagement contre le régime depuis sa rencontre avec Bara. Lui venait de l'intérieur du pays, donc il était plein d'enthousiasme et il m'a motivé pour participer. C'est grâce à Bara que j'ai commencé. Il m'a encouragé pour venir. Les deux amis pensent que le régime vit ses dernières heures. Le prochain ramadan, ils espèrent bien le passer chez eux, en Syrie. Les Israéliens doivent-ils tous, sans exception, effectuer leur service militaire? La question fait polémique en ce moment, car la loi exemptant les Juifs ultra-orthodoxes et les Arabes israéliens a été jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême. Les principaux concernés continuent de refuser le service militaire, alors que beaucoup d'autres Israéliens militent pour que cesse cette exemption. Reportage de notre correspondant Gallagher Fenwick. Les esprits s'échauffent en Israël depuis que la Cour suprême du pays a jugé inconstitutionnelle l'exemption de service militaire accordée jusqu'ici aux Juifs ultra-orthodoxes et aux Arabes israéliens. Tout le monde doit donner un peu de lui-même à son pays. Ça ne veut pas dire forcément l'armée, mais au moins une sorte de service national ou des travaux d'intérêt général. À Tel Aviv, Boaznol fait partie du cantonnement appelé « camp des pigeons ». C'est le terme utilisé par ceux qui ont le sentiment de devoir financer contre leur gré la vie de citoyens qui, eux, ne sont pas obligés de travailler ou de faire l'armée. Boaz affirme que sa pétition pour une conscription universelle a déjà recueilli 1,5 million de signatures. Nous ne sommes contre personne. La société israélienne ne peut plus se permettre de fonctionner sans un apport de la part de ces deux groupes, financièrement parlant, mais aussi du point de vue du service militaire. La communauté ultra-orthodoxe, dont le poids démographique ne cesse de croître, est au cœur des débats. Ses membres représentent environ 10% de la population israélienne. Ils ne travaillent pas et ne font pas de service militaire afin de pouvoir se consacrer pleinement à l'étude des textes sacrés du judaïsme. Selon le rabbin Kahn, un style de vie strictement religieux n'est pas compatible avec les habitudes en caserne. La présence de femmes dans les troupes, les problèmes de décision du respect du Shabbat, les problèmes de prière et le reste à l'avenant de Kashrut. Dans l'état actuel des choses, l'armée ne fait pas d'efforts. Les jeunes hommes et femmes de ce club de l'amitié dans la ville arabe israélienne de Nazareth sont tout aussi opposés à l'idée de répondre à l'appel d'Israël. Un pays dont ils ont le passeport mais auquel ils ne s'identifient pas. Ils font partie de la minorité arabe de l'État hébreu qui compte 20% de citoyens non juifs. Il est hors de question pour moi de servir le pays qui nous a pris nos terres, qui a tué nos grands-parents et leurs enfants. Je ne servirai pas cet État fasciste, aux politiques racistes envers ses citoyens arabes. D'ici le 1er août prochain, le gouvernement israélien doit décider s'il abroge définitivement ou modifie simplement les lois d'exemption qui datent de la création de l'État en 1948. Je vous propose à présent de partir en Égypte à la découverte d'une nouvelle chaîne de télévision. Elle s'appelle Maria TV et elle est exclusivement féminine. Et pour y travailler, il faut impérativement porter le voile intégral. Reportage de notre correspondante Sonia Dridi. Dernière mise au point dans ce studio 100% féminin et voilé. Des assistantes à la caméraman, le port du niqab est le critère d'embauche non négociable à Maria TV. L'objectif de la chaîne, éduquer les femmes aux valeurs de l'islam, un islam ultra-orthodoxe. Les programmes se concentrent essentiellement sur la religion et la vie maritale. Si vous donnez l'impression à votre mari que vous devriez avoir le dernier mot à la maison, cela va l'amener à ne plus du tout vous écouter. Malheureusement, de nombreuses femmes tombent dans cette erreur. Abir est la porte-parole de la chaîne et l'une des présentatrices phares. Elle porte le voile intégral depuis 15 ans et malgré ses diplômes universitaires, elle a eu du mal à trouver du travail.
J'ai un très bon CV qui plaît beaucoup, mais dès que j'arrive aux entretiens et qu'on voit que je porte le niqab, on me demande de l'enlever. Je n'ai donc pas trouvé de travail approprié jusqu'à ce que Maria TV m'approche et j'ai vu que cela me convenait parfaitement. Les invitées des émissions sont elles aussi contraintes au strict code vestimentaire islamique. Pour les invités, je me concentre sur celles qui portent le niqab. C'est la politique de la chaîne de ne pas faire apparaître de visage féminin. C'est son principe. Les studios sont situés dans un modeste appartement. Les hommes ne sont pas autorisés à travailler ou apparaître dans les programmes de Maria TV, mais ils sont bien présents en coulisses. L'importance de Maria est de faire passer le message. Nous ne voulons pas continuer d'obéir aux instructions du monde occidental et des chrétiens. Nous ne voulons plus continuer à enlever les vêtements de nos femmes. Dans le studio voisin, nous retrouvons le père d'Islam. Il présente sa propre émission sur la chaîne Oumma, la grande sœur de Maria TV. C'est lui qui a fondé et financé cette dernière. Il nous explique pourquoi. Le système moral et social pratique la discrimination contre les femmes qui portent le niqab. Donc je prends leur revanche, rien de plus. Abir débriefe son équipe sur le contenu des prochaines émissions. Les employés de Maria TV restent déterminés, mais elles savent que le concept de la chaîne s'attire les foudres de nombreux Égyptiens. Beaucoup craignent la montée en puissance de l'islamisme radical, qui gagne du terrain et de la visibilité depuis la chute de l'ancien régime. C'est la fin d'une semaine au Moyen-Orient. Merci à tous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.